Je me rappelle, j'en foutais partout avec partout les pucerons. J'arrêtais pas de mettre des granulés, des horreurs. Le jour où j'ai arrêté ça, il y avait déjà beaucoup moins de pucerons et ça s'est calmé. Je ne soignais plus rien, les plantes n'étaient plus malades, elles allaient déjà mieux, les plantes. Elles respiraient. Aujourd'hui, l'humanité produit 10 tonnes de plastique par seconde. Le 26 septembre, un spectaculaire incendie dans l'usine Lubrizol à Rouen dégageait un immense nuage de fumée dans toute la région. Rapidement, les autorités ont ordonné aux agriculteurs de ne plus vendre leur production en attendant les résultats des analyses de toxicité. Une interdiction levée au bout de 15 jours après un avis favorable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation. L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est? Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. Une prière pour surmonter sa peur et parvenir à survivre. Cette vidéo, tournée par une femme qui fuit les flammes, témoigne de l'ampleur des incendies qui ravagent la Californie. Le Golden State s'est embrasé du nord au sud. De Paradise à Malibu, les mêmes images d'enfer. Les habitants forcés de quitter leur maison, les stars comme Lady Gaga qui doivent évacuer, personne n'est épargné dans un état emporté par les flammes. Et le bilan est très lourd, le pire de l'histoire de la Californie. Des dizaines de morts, des centaines de disparus, des milliers de maisons anéanties. Les pompiers se battent sans relâche pour tenter de maîtriser le feu, mais cette catastrophe pourrait bien devenir la nouvelle normalité de la Californie, victime du changement climatique. En quoi cela nous concerne-t-il? La végétation californienne ressemble à la végétation méditerranéenne. Elle a cette fragilité-là. Et toutes les terres du pourtour de la Méditerranée aujourd'hui, sont entrées, elles aussi, dans une phase, décidément, de sécheresse. Depuis des années, les étés sont plus chauds les uns que les autres. On bat des records de température. Les printemps et les automnes manquent de pluie. Et donc, ce qui peut se produire dans quelques années, ici, en France, dans les pays européens au bord de la Méditerranée, est déjà ce qui se produit aux États-Unis et notamment, ou précisément, en Californie. Nous n'avons pas conscience, c'est ça le problème, de la rapidité du dérèglement climatique et de la violence des conséquences du dérèglement climatique. Il ne faut pas parler de réchauffement, mais de dérèglement climatique. Et pour tenter d'ouvrir les yeux sur cette réalité, il faut peut-être adopter dans l'actualité cette formule: ce n'est pas la Californie qui brûle, c'est notre terre qui brûle. La deuxième, faire que des labours superficiels. Nous ne bêchons pas et au printemps nous passons simplement le motoculteur à 4-5 cm au plus de profondeur. Pourquoi, mes amis? Si je fais une coupe transversale dans la forêt, eh bien, nous avons d'abord la couche de couverture, les feuilles, les aiguilles, tout ce qui tombe des arbres. Dessous, nous avons la couche de décomposition ou de fermentation. Et la troisième couche, c'est l'humus, la meilleure partie de la terre végétale. Maintenant, pourquoi pas bêcher profond? C'est que chaque couche a des milliards de bactéries ou d'ouvriers, des spécialistes qui travaillent cette couche, qui ne se supportent pas d'une couche à l'autre. C'est-à-dire, beaucoup de ces bactéries ne supportent pas les rayons de soleil, doivent être à l'abri des rayons de soleil. Alors, comme chaque couche a des spécialistes pour travailler cette couche, si je prends une bêche et que je bêche à 30-40 cm de profondeur, je crée un désordre dans le sol.
façon, on le sait, le problème c'est le pauvre. Le pauvre fait des enfants, le pauvre n'a pas les moyens d'acheter bio, le pauvre est sale. Regardez par exemple le technicien de France Inter, on est obligé de mettre une vitre, voilà, parce que le pauvre se néglige, alors que le riche a une autre approche de la vie. Le riche est conscient de la beauté de la terre parce qu'il voyage, le riche. Moi je le sais, je suis allé au grand salon des grands voyages. On est dans le village de Bandung, que tout le monde ici appelle le village plastique, tout simplement parce que des centaines de containers de déchets exportés illégalement par les pays occidentaux, et notamment par les pays européens, se retrouvent déversés ici, en plein milieu des habitations. Alors dans ce tas de déchets, visiblement, il y en a pas mal qui viennent de France, ou en tout cas qui ont été fabriqués dans notre pays. Là, on a un emballage d'une marque de stylo très célèbre, Made in France. Et ici, on a une marque de sport très connue dans notre pays. Alors, attention, je ne veux pas non plus minimiser la prise de conscience écologique du milieu de la croisière. Là, tout est quand même fait pour polluer au minimum. Comment vous faites pour polluer au minimum? Alors déjà, tout ce qui est les déchets à bord ne sont pas rejetés à la mer. Il y a tout un travail qui a été fait à bord, c'est compacté, c'est broyé, c'est pas rejeté. Voilà, ça c'est quand même sympa. Ça c'est quand même hyper sympa. C'est un bel effort pour l'écologie. Ils foutent pas toute la merde dans l'océan. Et ça vaut une médaille. Je tiens d'ailleurs à signaler que moi aussi je fais énormément d'efforts pour l'écologie, puisque je ne verse pas mon huile de vidange dans le bain de mon neveu. En fait, une partie du plastique qui n'est pas valorisable, qu'ils ne peuvent pas revendre, finit dans des usines de tofu comme celle-ci, où ils se servent du plastique comme combustible, tout simplement parce que ça coûte moins cher à brûler que le bois. Mais je vous laisse imaginer la toxicité des fumées qui se dégagent de ce genre d'endroit. Des choses deviennent rares, des choses qui étaient communes avant, dont on croyait qu'on pourrait les utiliser comme ça jusqu'à plus soif, sans qu'il y ait jamais d'arrêt pour l'humanité. Eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, elles sont plus ou moins limitées. Pour reconstituer un gisement, par exemple, qui a été épuisé, il peut falloir 1 million, 10 millions, 100 millions d'années. Par contre, l'homme, lui, il a un cycle qui est de l'ordre de la génération humaine, 25-30 ans. Alors, on va prendre, par exemple, de l'aluminium d'un gisement, on va le mettre dans le cycle humain, il va servir pendant 5-10 ans, et puis on va le jeter. Et pour redonner de l'aluminium d'un gisement, il va mettre 2 ou 3 millions d'années. Donc, à ce moment-là, il est perdu pour nous. Et ce qu'il faut, c'est éviter cette coupure du cycle que représente jeter les matériaux, jeter... Impensable de jeter quelque chose d'un petit peu important. On avait déjà du mal à acheter des aliments, acheter un morceau de pain, c'est vrai. Le mythe du pain qu'on devait conserver était un mythe extrêmement important. Moi qui ai 50 ans, je vous garantis que dans ma jeunesse, j'en ai souvent entendu parler. Du haut de ces 4800 mètres, le plus haut sommet d'Europe, voit ces glaciers fondre les uns après les autres. Cette fois, c'est sur le versant italien du Mont Blanc, à proximité de la station de Courmayeur, et c'est tout un glacier qui menace de s'effondrer. En France, les transports représentent 30% des émissions de CO2. On peut donc se dire que rouler en voiture électrique, c'est produire moins de CO2, et donc éviter d'accentuer le réchauffement climatique. Alors ça pourrait être vrai, mais il faut prendre en compte deux choses. La construction de la voiture et l'énergie nécessaire pour recharger ses batteries. D'abord, avant même d'être mise sur la route, une voiture électrique a déjà produit un paquet de CO2. 50% de plus qu'une voiture thermique. Car sa batterie et son moteur sont complexes à construire et demandent davantage de matières premières. Ces matières premières, ce sont notamment ce que l'on appelle les métaux rares. Des terres rares, c'est fantastique. Déjà, pour extraire des terres rares, il faut des mines de terres rares. Et l'activité minière est par essence une activité polluante. Mais dans le cas des terres rares, il faut ajouter à ça un processus d'extraction particulièrement difficile. Pour le comprendre, voici Rajiv Ganguly, professeur et spécialiste de l'exploitation minière. They're very similar, so separating them is tricky. So this is like separating the various shades of gray. So you can separate white and black easy, but how do you separate 5% black from 6% black, from 7% black? Dans les mines, on trouve en général les 17 terres rares mélangées les unes aux autres. Mais on ne va en réalité en extraire que 3 ou 4.
Et à chaque fois, pour isoler une seule terre rare, il faut utiliser des produits chimiques en très grande quantité. Un procédé qui peut être très polluant. There's a lot of rare earth produced in China. A significant portion of that is produced in very, very environmentally damaging way, making holes in the ground and dumping harsh chemicals in there. Something like that you just cannot imagine anywhere in the West. And so these are damaging the waters, water sources and all of that. Les hêtres de la forêt de Blamont dépérissent. Depuis 2 ans, il a plu 20% de moins que la normale et les températures moyennes sont plus élevées. Le résultat est catastrophique. 30% des feuillus portent les stigmates de la sécheresse. L'essence hêtre n'aime pas ça. C'est une essence qui est donc prévue plutôt pour s'épanouir dans des zones plus humides ou, disons, où l'humidité est constante assez souvent dans l'année. Ces arbres n'avaient jamais été soumis à un tel stress hydrique. Ils n'ont donc jamais développé de racines profondes. Aujourd'hui, ils ne sont pas adaptés à la sécheresse et meurent rapidement. Donc une affaire comme la France doit complètement modifier ses structures industrielles, ses structures de consommation. Elle devra peu à peu, en effet, cesser une économie qui était basée sur le gaspillage des matières premières et de l'énergie pour revenir à une économie. La situation environnementale en Arctique, elle n'est pas juste alarmante ou préoccupante. Elle est fondamentale, pas juste pour l'Arctique, mais pour l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que l'Arctique, c'est pas juste, en réalité, une question arctique, c'est tout simplement le régulateur du climat. Donc, quand l'Arctique perd près de 40% de ses glaces de mer en 40 ans, ce n'est pas juste une question régionale. Et ce qui est très intéressant en plus de ça, c'est de voir au sein de l'Arctique qu'il y a certaines régions de l'Arctique qui aujourd'hui ne connaissent même plus de glace, ni l'été, ni l'hiver. On peut penser au sud-ouest du Groenland, on peut penser à la mer de Barents. Et donc du coup, cela permet une augmentation tout simplement de l'accessibilité de la zone pour des activités humaines. En 2005, la chute de ce sommet très connu des alpinistes marque le début d'une prise de conscience. La montagne est en train de s'effondrer. Et la cause se trouve cachée sous la roche. Donc ici on est à 3800 mètres d'altitude, au sommet de l'aiguille du Midi, et donc tout autour de moi, la roche elle est complètement gelée en fait. C'est ce qu'on appelle le permafrost. C'est le ciment qui va tenir tous ces pans de montagne ensemble. Le permafrost, qu'on appelle aussi le pergélisol, est en fait une couche de terre, de roche ou de sédiments qui présente la particularité d'être gelée en permanence. Sauf que cette couche de terre, ce ciment des montagnes, est en train de fondre. Should the system decide to collapse, which I don't believe it has to, by the way, I believe that we can create a just transition into renewable energies where life can continue as it is, only healthy. But should it collapse first, before we have the good sense to do that, we know how to survive, we indigenous people. And we've done this before and before throughout creation. You know, my sons, my daughters know how to build a fire, how to hunt, how to fish, where the water is, where the berries are, where the mushrooms are, where the wild potatoes live, how to capture the honey from the bees, even if we get stung, because that's their territory. We have ways that we're going to move on. And we're hoping that it doesn't come to that, and it doesn't need to. We can together rise up and make a difference. Une fois que la voiture est sur les routes, il faut la recharger en électricité et donc produire cette électricité en amont. Or, dans de nombreux pays comme la Chine, les États-Unis ou l'Allemagne, on continue avant tout de brûler du charbon ou du gaz. Dans ces cas-là, la voiture électrique n'est pas vraiment plus écologique. Elle ne fait même que déplacer le problème. En bout de chaîne, les Berlinois, New-Yorkais ou Pékinois ne sont peut-être plus intoxiqués par les pots d'échappement, mais en fait, la pollution est toujours produite, un peu plus loin, dans les lieux de production d'énergie, en dehors des villes. Il y a un problème dans le système, quoi. Aujourd'hui, Donald Trump n'est pas le seul à regarder non seulement du côté du Groenland, mais plus largement vers l'Arctique. On pourrait rajouter la Russie, la Chine et même la France. Et forcément, vous vous en doutez, si tous ces pays s'intéressent à cette région polaire, ce n'est pas pour la beauté des paysages,
ni par amour des températures glaciales. En réalité, c'est plutôt pour ce qu'il pourrait y trouver des ressources. De quoi ouvrir une nouvelle conquête économique de l'Arctique. Your generations to come, what is your legacy? Is it the golden room and the Trump Tower? What are your children going to eat, that golden faucet? Or do you want your great-great-great-grandchildren to have air to breathe, water to drink, and an earth to love them? En 1989, le pétrolier Exxon Valdez faisait naufrage au large de l'Alaska, déversant une quarantaine de millions de litres de pétrole dans la mer, avec pour conséquence une hécatombe d'oiseaux, de poissons et de baleines. Et imaginons un scénario comme Deepwater Horizon, cette plateforme pétrolière qui a explosé en 2010 au large des États-Unis. Si une telle catastrophe se produisait dans l'Arctique, l'isolement de la région rendrait les interventions extrêmement difficiles et amplifierait le désastre. Pétrole sur le Groenland, ce serait un désastre. Une fuite causerait trop de dommages à l'image de la compagnie. En parlant de goût, parlons d'une belle initiative d'un aventurier. Il a décidé de monter un voyage inouï, unique, le voyage d'une vie. Qu'est-ce que c'est que ce voyage d'une vie, ouais? Croisière aérienne en avion privé de 22 jours, tour du monde. Là on y est. Là on est sur un truc intéressant, un tour du monde en jet privé. Franchement, on n'est pas bien là? Ça, ce sont des bateaux. Ça, c'est donc de l'eau. Et ça, c'est une centrale nucléaire. Et elle est russe. On pense à tous les animaux dont nous faisons partie qui ont besoin de la nuit. Et en particulier, les papillons, 80% des papillons sont des papillons de nuit. Et les papillons, eux, sont attirés par cette lumière. Et finalement, ils viennent près de ces lumières. Et comme c'est chaud, au bout d'un moment, ils brûlent, quoi. Ils meurent. Et donc, si ces papillons disparaissent, les animaux qui mangent ces papillons, que ce soit des oiseaux ou des chauves-souris ou je ne sais quoi, vont plus avoir à manger. Et donc, la biodiversité, au sens large, va être affectée. Le Français moyen est maintenant très sensibilisé parce qu'il mange, parce qu'il mange tous les jours, par tous les problèmes dans la nature. Et comme le disait le commandant Cousteau, il disait, en utilisant le mot de Cambrai, il disait, mais enfin, merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose. Et puis ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine. C'est la nature. Pour éviter de nouvelles fuites radioactives, les réacteurs doivent être refroidis en permanence. Et pour ça, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. Chaque jour, plus de 200 mètres cubes d'eau sont déversés sur la centrale. Sauf qu'en arrosant les réacteurs, l'eau récupère des particules radioactives et devient elle aussi radioactive. C'est la raison pour laquelle a été construit ceci. Environ 1 millier de gros réservoirs bleus dans lesquels est stockée l'eau contaminée. En 2019, on en est à un peu plus d'1 million de mètres cubes de cette eau contaminée, soit environ 400 piscines olympiques. Et ils ont envisagé plusieurs solutions. Comme par exemple, injecter l'eau très profondément sous terre, la vaporiser dans l'atmosphère, ou encore la déverser directement dans l'océan. Selon eux, en la diluant par petites doses et pendant plusieurs décennies, ce serait à la fois l'option la plus réaliste et la plus sûre. Avec le réchauffement climatique, les glaces fondent et la Russie souhaite en profiter pour y extraire des hydrocarbures. La nouvelle centrale sert à faire un premier pas dans ce sens. Elle permettra d'alimenter en électricité des plateformes d'extraction.
L'autre solution consisterait donc tout simplement à construire plus de gros réservoirs bleus et à stocker plus d'eau contaminée plus longtemps. Mais jusque quand? At some point, they can't just keep collecting water in tanks. I don't like to speculate what could happen, but there are earthquakes, of course, and another catastrophic earthquake or a large release. I don't think there's any scenario where you want to open up the valve on 1,000 tanks, 1 million metric tons all at once. この影響は実はニコニコ笑ってる人には来ません。くよくよしてる人に来ます。これは明確な動物実験で分かっています。 Arrêtez de culpabiliser et arrêtez de penser écologie tout le temps. Je vais même vous dire, est-ce qu'on est sur un voyage écolo? On est plus que sur un voyage écolo, puisque plus que ça. Un voyage écolo signifie généralement qu'on va compenser l'émission de carbone. Nous, on va économiser du carbone à la planète parce qu'on a accaparé un avion qui ne vole pas en attendant qu'on le reprenne. Mais donc on est dans un voyage ultra écolo. C'est un voyage ultra écolo puisqu'on consomme moins de kérosène que si on en consommait plus. Et ça, c'est vraiment, on est sur de l'écologie radicale. Il n'y a pas de doute, l'humanité est prête pour son dernier voyage. Super. But I believe that it is up to you and every other person to say, we've got to stop what's going on in the Amazon, in that living forest right now, today, not tomorrow. We have to put people in a position through election or through revolt and say, we demand that things change here on earth while we have a chance to, or else we are neglecting our duty as people, as humans, as part of a life cycle. So there's always hope. But it takes action to make that hope into a reality.